Bonjour à tous et bienvenue sur Les Intergalactiques, l'émission, votre émission de science-fiction qui se déroule aujourd'hui au sein du Chromium 10/28. Alors, on va faire un thème qui n'a absolument rien à voir avec Noël. On vous débarque cette année avec Mars, la planète Mars, la science-fiction, tout ce qui s'y passe. Et pour nous accompagner aujourd'hui, un joli panel, comment dire, dans le métier, pour nous accompagner sur la science-fiction, avec donc Florence Porcel, une des finalistes à la base de Mars One, mais pas que. On reviendra sur ton parcours tout à l'heure tous ensemble et bienvenue tout simplement. Merci beaucoup. À ma droite, Antoine Pigny, chroniqueur jeux vidéo et séries, qui va donc nous en dire un maximum dans ce domaine sur Mars. Tout à fait, je vais essayer de répondre à vos attentes. Et tout à sa droite, nous avons Yuri Minière-Meunier, notre chroniqueur cinéma. Bonjour Yuri, tout fraîchement débarqué dans l'aventure Les Intergalactiques, l'émission. Pour faire un petit rappel, Les Intergalactiques, l'émission, c'est une émission qui est liée au festival Les Intergalactiques de Lyon, festival de science-fiction qui se déroule chaque année et dont la prochaine édition est en mai prochain, du 12 au 15 mai. Et pour continuer, on va tout simplement démarrer à Magnéto sur notre invité Florence Porcel. C'est parti, Magnéto. Mais qui est donc Florence Porcel ? Première invitée dans notre émission qui est d'ores et déjà inscrite dans le guide du voyageur galactique édition de luxe. Cette exploratrice de notre futur spatial s'est posée sur Terre en 1983, cette même année où l'humanité découvrait Flashdance, Le Retour du Jedi et La Quatrième Dimension, le film. Flashdance a eu un impact étonnant sur son orbite, car avant d'entamer sa carrière de vulgarisatrice scientifique, Florence développe des talents de comédienne, de compositrice et de chanteuse qui lui vaudront de jouer des pièces de Pascal Légitimus. Mais la comète Florence Porcel croise aussi avec brio la littérature, recevant le prix de vol de nuit en 2008. Et puis vient la sélection par l'entreprise Mars One pour le programme éponyme visant à envoyer des hommes coloniser Mars dans un voyage sans retour. Aventurière de l'impossible, elle a eu la chance de pouvoir s'exercer via le programme Mars Society dans une simulation martienne en plein désert de l'Utah avec le MDRS Crew 148. À ce jour, son rôle le plus important dans la cosmologie terrienne est son poste de community manager de l'univers via ses podcasts, son blog et ses émissions YouTube qui permettent aux futures poussières d'étoiles d'engendrer et de comprendre l'univers et ses mystères. Mais elle ne fait pas que donner une voix à l'univers. Tout le système solaire entier y passe sur Twitter. Chaque planète a son compte, ce qui nous donne de fabuleux échanges. Vous l'aurez compris, Florence Porcel, tel un astre attendant d'être découvert, se livre et dévoile les secrets de l'univers au plus grand nombre dans tout son travail et ses différentes prestations scéniques. Mais quand on lui demande « Est-ce que vous vous sentez bien dans votre époque ?», elle avoue se sentir un peu à l'étroit sur Terre et rêve de dévorer tous les non-dits de l'univers qui n'attendent peut-être qu'une chose, découvrir son talent astral. Et maintenant, vous en savez un petit peu plus sur Florence. Et donc, Florence, je me tourne tout de suite vers toi, parce qu'on a parlé donc de Mars One dans ce petit magnéto sur l'invité. Mars One, tu faisais partie des 1058 finalistes à la base donc, qui avaient été retenus pour le projet. Des 660 même. Mais 660, ah désolé, oh, mauvaise note de ma part, excuse-moi Florence. C'est pas grave, c'est une histoire de chiffres. Ça. Et dis-moi Florence, Mars One, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est vraiment là, on parle à un grand public, c'est vraiment l'idée de l'émission, on parle aux amateurs comme aux gens qui connaissent pas trop l'émission. En quoi consiste ce projet en fait qui est assez faramineux? Alors en fait, Mars One, c'est une organisation à but non lucratif qui a été fondée par un Néerlandais qui s'appelle Bas Lansdorp, qui en avait marre de voir les agences spatiales ne pas se bouger les fesses pour aller sur Mars, et il s'est dit, puisque les agences spatiales ne le font pas, moi je vais le faire. Donc du coup, il a monté cette organisation, il s'est entouré de spécialistes, donc de physiciens, de gens du spatial qui travaillent déjà dedans, etc., etc. Et il a lancé un appel à candidature à tous les volontaires pour aller faire un aller simple vers Mars, parce que c'est ça le truc typique du projet, c'est que c'est un aller simple, c'est pas une mission scientifique où on y va, on prend des échantillons, on revient, c'est vraiment une démarche d'aller s'y installer, d'émigrer. Et sans retour, hein, c'est ça. Sans retour. C'est un aller sans retour. Ouais. Alors, je sais le nombre de questions qu'on t'a posées sur... mais c'est quoi cette idée de partir sur une planète pour jamais y revenir? Donc toi, quand tu as vu ce projet démarrer, qu'est-ce que tu as fait? Enfin, on sait ce que tu as fait, mais comment tu l'as fait Non, à la base, je me suis posé la même question que tout le monde, c'est mais c'est qui ce dingue? Exactement d'où il sort, pourquoi il fait ça, et c'est quoi cette idée de malade? Et en fait, à force d'y réfléchir, je me suis dit, ouais, pourquoi pas?
Pourquoi pas, effectivement. En fait, l'idée de voyage et de revenir de voyage, c'est une idée qui est typique au XXe siècle, au XIXe un peu, mais surtout XXe et XXIe. Avant, quand les gens partaient, ils ne savaient pas s'ils allaient revenir, quoi, parce que c'était extrêmement dangereux de monter sur un bateau. Et déjà, c'était ça. Et d'où l'expression, d'ailleurs, s'embarquer dans une galère. Qu'est-ce que tu vas faire dans cette galère, etc. C'est parce que c'était hyper dangereux et on revenait souvent pas. Et même les premières expéditions en Antarctique au début du XXe, les gens revenaient pas forcément. C'était très compliqué. Et donc, l'idée de revenir de voyage, c'est une idée qui est très récente. Et à partir de là, quand on se penche vraiment sur l'histoire de l'humanité, on est sorti d'Afrique et puis on n'y est jamais revenu. Ensuite, on est allé en Asie, en Europe, etc. On a fait tous les continents. Et alors ? Et c'est très bien. Et c'est pour ça que maintenant, on est sur tous les continents et qu'on s'est installé un peu partout. Alors après, il y a des problèmes, et il ne faudra pas les refaire sur Mars. Mais c'est plutôt dans cette démarche-là, ouais. Et tu penses que le privé peut être un meilleur moyen d'aller sur Mars que les finances publiques actuellement allouées à la recherche spatiale ? Non, je ne pense pas que ce soit un meilleur moyen. Je pense qu'on a besoin des deux. Je pense qu'on a besoin des deux en même temps parce que c'est des missions qui sont tellement chères et sur lesquelles il y a tellement de problèmes à régler qu'on a besoin de tout le monde. Voilà, public, privé, américain, russe, européen, chinois, tout le monde. D'accord. Et actuellement, où en est la mission Mars One, puisque ça a démarré en quelle année déjà ? En 2000 je crois que 2013 Ouais, je crois que c'était 2013. C'était 2013, c'est ça. Ça a démarré. Donc on en est où actuellement sur Alors là, cette mission ? Il y a un an exactement, parce que c'était fin décembre, juste avant Noël. J'ai passé la dernière étape, qui était la dernière étape pour moi, puisque je l'ai foiré. Hein. Et voilà, maintenant ils sont encore 100 candidats et ils devraient être départagés dans les mois qui viennent. C'était quoi cette dernière étape C'était un entretien avec le responsable du recrutement par Skype. Et c'était des questions basiques, techniques, et puis aussi sur les motivations. Et voilà, je me suis plantée. Pas trop de regrets ? Non, parce que c'est toujours un peu décevant quand on arrive si loin et que ça s'arrête, c'est sûr. On a un petit passement au cœur, mais parce qu'on y croit, on s'y investit et tout. Mais c'était déjà tellement dingue d'être arrivé de là jusque là que dans les 660 sur plus de 200 000. Il y avait tellement peu de chances que j'arrive dans ce chiffre-là que c'était chouette. D'accord, et voici pour un petit tour de Mars One. Merci Florence pour on continuera à parler de Mars. En plus, sur ces questions que tu as posées, je pense qu'on va les aborder avec nos chroniqueurs tout à l'heure. Notamment la question d'aller chercher quelqu'un sur Mars si jamais il y est coincé. On a un film, un livre qui sont sortis récemment qui en parle plutôt très bien. Et aussi toute la fiction qui s'est faite autour de Mars. Est-ce que tu t'y connais un petit peu en fiction ? Est-ce que tu as lu des livres ou des choses qui t'ont plu sur cette exploration de Mars ? Ouais, j'ai dernièrement... Bon, alors Seul sur Mars, évidemment, le livre est génial. Le film est très, très réussi, voilà, c'est à la Hollywood, mais ça fait le job, c'est très bien. Mais le livre est un peu meilleur quand même si très technique. J'ai beaucoup aimé Mars de Ben Bova. Ça s'appelle vraiment Mars. Sinon, il y a Les Enfants de Mars de Gregory Benford. Et puis, tous les classiques que j'ai lus, mais il y a très longtemps qu'il faudrait que je relise. Donc, la trilogie martienne, évidemment, les chroniques martiennes, tous les classiques. Et j'aurais dû faire une liste, en fait. J'aurais dû amener un petit papier comme vous, là. Je vais en parler un petit peu tout à l'heure, parce que c'est moi qui fais aujourd'hui la chronique littéraire. Donc, avant qu'on trouve notre chroniqueur littéraire, à chroniqueur littéraire, d'ailleurs. Donc, oui, on va revenir un petit peu sur tous ces livres-là. Et donc, en fiction, en film, des choses comme ça ? En film, il n'y en a pas eu énormément, par Seul sur Mars, là, dernièrement. Sinon, il y a eu Red Planet et Mission to Mars, qui étaient pour moi tous les deux mauvais. Mais voilà. Oui, je sais, on peut en discuter, mais... On va en parler, puis Yuri va revenir là-dessus tout à l'heure. Voilà, mais sinon... Oui, c'est moi qui vais y revenir. Je parle pas du tout de Planète Rouge, parce qu'effectivement, il est mauvais, mais Mission to Mars, j'en reparlerai tout à l'heure, il y a des petites choses à sauver quand même. Ouais, sans doute. Il faudrait que je les revoie aussi. Mais globalement, Seul sur Mars, Détroit, même si Mars n'est pas très crédible, bon, ça l'est en tout cas plus que sur les deux films que je viens de citer. En termes de cinéma, voilà. Sinon, je lis énormément d'essais, mais c'est plus de la fiction. Et on verra ensuite avec Antoine tout ce qui est séries télé, jeux vidéo. Oui, et du coup ça va te parler, Florence, puisque je vais parler d'une mini-série documentaire qui a été produite par AOL et qui s'appelle Citizen Mars et qui parle de 5 personnes parmi les 100 dernières dans le projet Mars One. Voilà. Donc on en parlera tout à l'heure.
Sur Mars One et sur comment c'était envisagé cette question de la nourriture sur ce voyage et cet atterrissage? Alors en fait, sur la nourriture à l'atterrissage, je pense qu'il vaut mieux éviter. Voilà, condition de tout recracher. Non, en fait, il y a une serre de prévu. Une serre pour vraiment faire la culture de produits frais. C'est très important, donc c'est à l'étude. Sur justement, on revient encore, mais bon, c'est vraiment un peu d'actualité. Seul sur Mars, on voit qu'en fait, il compte. Surtout quand on lit le bouquin, c'est mieux expliqué. Ouais. Côté des protéines, en fait, finalement, il cultive des patates, etc. Ouais. Et patates parce que ça donne tant de protéines. Puis calcule en fait quand il va mourir de faim, ouais. Qu'il n'aura plus de protéines. Vous saviez à peu près ce que vous alliez faire grandir là-bas? Non, il n'y avait pas trop de détails. Des patates, c'est bien parce qu'effectivement, c'est des sucres lents. En termes de protéines, je suis pas sûre d'avoir le détail, mais en tout cas, tout ce qui peut se planter, sûrement des salades, des fraises, ce qui peut se planter facilement, des tomates, je sais pas, ça demande beaucoup d'eau, il n'y avait pas de détails, et oui, après, c'est possible de faire pousser des plantes sous des lumières artificielles. J'ai une amie qui est en thèse et qui travaille justement là-dessus, et qui a fait une mission d'ailleurs de simulation de 6 mois, avec la NASA et son étude portait sur la pousse de plantes sous différentes longueurs d'onde, donc différentes couleurs de lumière, et savoir comment les plantes se comportaient, etc. Donc il y a vraiment des études qui se font, et dans l'ISS aussi, ils ont mangé leur première salade il n'y a pas longtemps, qu'ils ont fait pousser en lumière blanche, je crois, ou bleue, mais je crois que c'était blanche. Bref. Donc voilà, il y a plein d'études qui se font comme ça pour effectivement préparer des futures missions habitées de longue durée. Une des choses qui sont intéressantes, c'est aussi les imprimantes 3D, ouais. qui sont un moyen de faire la nourriture tout simplement en imprimant des pizzas, mais ça fonctionne a priori. Pour l'instant, c'est encore en développement. Effectivement, la NASA a donné un gros chèque à une start-up pour développer cette imprimante 3D à pizza. Je ne sais pas quand elle sera envoyée dans l'ISS, mais je crois dans les mois qui viennent, quand elle sera prête. Et effectivement, le principe, c'est d'avoir des poudres de nutriments et d'imprimer de la nourriture comme ça. Alors pourquoi pas. Ça prend combien de temps pour aller sur Mars? C'est 7 mois. 7 mois, oui. Ouais. Donc 7 mois à se nourrir, 7 mois c'est... les missions dans l'ISS, donc l'ISS c'est la Station Spatiale Internationale, elle tourne depuis 15 ans autour de la Terre, à 400 km d'altitude, et c'est des missions qui se relaient tous les 6 mois. Donc 6 mois dans l'espace, on sait faire. Là en ce moment d'ailleurs, il y a 2 hommes qui y passent 1 an, pour justement préparer les futures missions habitées de longue durée, et voilà, et 6 mois dans l'espace on sait faire, 7 mois on sait faire, c'est pas de problème, c'est pas le problème. Moins d'inquiétude qu'on peut le penser. Non, l'inquiétude porte sur l'aspect psychologique du fait que pendant 6 mois on verra plus la Terre et on verra pas Mars encore. Donc là on sait pas comment la psyché humaine peut réagir à ça. Mais au niveau de la nourriture, ça posera pas de problème. Très bien, donc on peut être rassuré sur le fait qu'on n'aura pas de faim en allant dans l'espace. Eh ben, merci Florence. On continue l'émission avec donc la chronique littérature que je vais mener moi-même tout de suite maintenant pour parler un petit peu de l'histoire de la littérature de science-fiction sur la thématique de Mars. Mars, une thématique très importante pour les auteurs de science-fiction puisque les plus grands s'y sont collés, H.G. Wells, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, je cite vraiment un name dropping, Ray Bradbury, Robert Heinlein, Philip K. Dick, Michael Moorcock, Christopher Priest, Stephen Baxter, Brian Wilson Aldiss et même Tolstoï s'y est collé. C'est pour dire à quel point la planète a été influente du point de vue de la littérature science-fiction. Alors, je vais avoir du mal à passer en revue tout le monde et surtout tous les bouquins, donc j'ai fait une sélection un petit peu chronologique, tout simplement, de cette littérature, et vraiment pour brosser ça d'une manière très classique. Alors, je commence par La Guerre des mondes d'H.G. Wells, forcément, on ne peut pas y couper, c'est le premier roman de science-fiction à vraiment s'y aborder. En plus, l'histoire se passe pas sur Mars, c'est les Martiens qui descendent sur Terre pour nous envahir à coups de tripode. La Terre ramasse grave, on n'a aucune chance technologiquement de gagner contre eux, c'est juste pas possible. Heureusement, on a une arme ultime, le rhume, pour battre les Martiens. Spoiler inside. C'est un très très beau roman, forcément. Je pense qu'on nous l'a tous plus ou moins imposé lors de nos années de collège, qu'on voulait nous initier à la science-fiction, comme tout pour René Barjavel ou des choses comme ça. À peu près en même temps, ou à peine après, en 1912, on a Edgar Rice Burroughs qui attaque le cycle de Mars, donc qui a été notamment redécouvert, on l'avait un petit peu oublié, jusqu'à l'adaptation de Disney qui avait été faite. Là, c'est l'histoire donc d'une planète, toujours la planète rouge, avec notre héros terrien qui se retrouve propulsé sur place et qui se retrouve au milieu d'une guerre civile entre tout un tas de peuples martiens qui ont été intelligemment mis en couleur. Donc il y a les martiens verts, les martiens rouges, les martiens jaunes, les martiens blancs et les martiens noirs. C'est assez pratique. Ce qui est intéressant avec ce cycle, c'est qu'il a débuté en 1912 pour se terminer en 1941.
avec un énorme développement d'intrigues politiques, de guerre. C'est vraiment une guerre civile qui se déroule sur cette planète. Et on est vraiment moins sur la science-fiction par contre que sur de l'héroïque fantasy planétaire et très très old school en tout cas. Si jamais vous voulez vous lancer sur de l'ancienne science-fiction écrite dans ce style-là, c'est vraiment pas mal. On a aussi un français qui s'y est attaqué, Les Navigateurs de l'Infini de Rosny Henné. C'est donc un livre de 1925. C'est une histoire d'astronautes qui découvrent une race extraterrestre forcément de morphologie très différente. Et l'intérêt de ce livre-là, c'est qu'en fait, c'est le premier ethno-roman de science-fiction. Ethno-roman, c'est-à-dire qu'en fait, on découvre une civilisation xénomorphe, donc les Martiens qu'on ne connaît pas. Et Rosny Henné va avoir vraiment un gros travail pour faire découvrir cette race, la décrire comment elle fonctionne, cette point de vue société, point de vue morphologie, etc. On est vraiment sur cette découverte d'une peuplade qu'on ne connaît pas, et c'est vraiment très intéressant à lire, en tout cas vraiment atypique. Pour revenir à du gros classique qu'on ne peut pas louper, Chronique martienne de Ray Bradbury, alors là, c'est le classique parmi les classiques, c'est un roman qui raconte la colonisation de Mars par les humains. C'est une série de nouvelles qui ne sont pas forcément très liées les unes avec les autres, mais plutôt vraiment, ça suit une histoire, vraiment des premiers pas de l'homme qui rencontre les Martiens. Les Martiens qui vont pas être très cool au début, puis il y a des moments où ils vont être cool quand même, c'est assez spécial. C'est aussi extrêmement poétique, et c'est pas un classique pour rien, parce que c'est un roman vraiment, vraiment fascinant, qui est très touchant, qui parle de la guerre, qui parle de l'humanité surtout. Et donc, il faut vraiment vous le procurer si jamais, si vous l'avez pas lu, c'est parfois étonnant, mais si vous l'avez pas lu, lisez-le. C'est une excellente lecture qui se lit d'ailleurs notamment très vite et qui se trouve absolument dans toutes les bonnes bouquineries du monde. On le trouve à 2 € chez n'importe quel bouquiniste, c'est pas quelque chose de très rare à trouver. Un de mes préférés, parce que je suis un très grand fan de Robert Heinlein, En Terre étrangère. En Terre étrangère raconte l'histoire d'une mission qui allait sur Mars, qui a péri, sauf une personne, un enfant, qui est resté sur Mars, qui a été élevé par les Martiens. Une équipe terrienne retourne sur Mars, ramène cet enfant sur Terre, et le truc, c'est qu'il a une culture complètement différente sur tous les fronts. Il ne parle pas de la même manière, il ne pense pas de la même manière, il ne pense pas, par exemple, le masculin et le féminin de la même manière, et donc il a un peu du mal à knocker, comme c'est dit. C'est un peu l'équivalent de Schtroumpf, on va dire. C'est-à-dire knocker, il dit souvent knocker, si on essaie de comprendre pendant tout le début du roman qu'est-ce que ça veut dire. C'est un des nombreux mots qui montrent une autre civilisation, une autre façon de penser. Et donc et puis à la fin, que je vous raconte pas, il va se passer tout un tas de choses, si bien que ce Martien va prendre toute autre ampleur pour la planète Terre. Ce qui est intéressant notamment, c'est de savoir que Robert Heinlein, qui a écrit aussi Étoile garde à vous, Starship Trooper et pas mal d'autres romans du même genre, est un militariste convaincu, assez conservateur au final, mais ce bouquin est considéré comme un des livres Peace and Love de la génération hippie. Si bien qu'il se retrouvait parfois avec des hippies qui venaient devant chez lui pour le saluer parce qu'il considère comme un grand auteur de cette vague-là. Et lui, il les chassait en disant « Mais barrez-vous, bande de hippies, concrètement. » Il ne pouvait pas les supporter. Il lui disait « Ah, merci d'avoir écrit ce livre parce que c'est vraiment du peace and love à 200%. » Je fais un tout petit détour, même si c'est un roman graphique, donc j'ai envie de parler de Watchmen vraiment très très rapidement. Parce que Watchmen, j'ai adoré la vision qu'il y a dans Mars de Watchmen quand le docteur Manhattan monte là-haut, aussi bien en film que même si j'ai pas tant aimé le film que ça, mais ce passage sur Mars je l'aime beaucoup parce que c'était vraiment une belle vision de ce qu'avait fait Alan Moore là-dessus. C'est juste pour faire un petit détour, si vous n'avez pas aussi lu Watchmen, donc si vous n'avez pas lu tout ce que je viens de vous dire, il faut liser. Mais c'est une vision que j'aime beaucoup, assez énorme, avec ce mont Olympus, qui fait combien déjà le mont Olympus de haut ? 22 km de haut. 22 km de haut. Qui est donc une montagne juste, on a beaucoup de mal à se la figurer. C'est le plus grand volcan du système solaire en fait. C'est ça, c'est juste ultra grand et ça c'est superbe. Je fais un petit détour Watchmen, c'est vraiment du roman graphique. Et ensuite, si vous voulez continuer sur un thème de la hard science-fiction, vous pouvez lire le cycle de Mars de Kim Stanley Robinson qui comprend Mars la rouge, Mars la verte et Mars la bleue. Et là, on rentre dans le domaine de la hard science-fiction. Alors la hard science-fiction, c'est tout simple, c'est donc un thème qui va travailler sur les dernières données scientifiques pour être transposé dans un domaine de fiction tout simplement. Donc si on décide d'aller sur Mars, comment ça se passe techniquement avec les données d'aujourd'hui ? C'est un cycle qui est assez ardu à lire, mais qui est vraiment, vraiment assez passionnant, puisqu'il n'y a pas que la science dure qui est prise dedans, mais aussi tout ce qui est sociologie,
tout ce qui est les civilisations, leur construction, puisque c'est un cycle qui se déroule sur 200 ans. En tout cas, je le recommande plus qu'il le faut, parce que c'est vraiment à lire. Par contre, accrochez-vous un petit peu, c'est pour les férus de science-fiction. Enfin, je voulais terminer sur Seul sur Mars, mais on l'a déjà abordé avec Florence tout à l'heure. Je ne sais pas si on a encore grand-chose à dire, Florence, là-dessus. Bah, c'est très technique, mais c'est passionnant. Et en fait, c'est comme un roman épistolaire, c'est son journal de bord. En fait, et c'est très drôle. En plus, c'est très drôle. C'est très drôle. Il y avait 2 choses que j'avais notées dessus, moi en tout cas, c'est déjà que si on a vu le film, on a un peu aussi l'impression de relire le scénario, parce que le film suit vraiment à la trace, à quelques détails près, un petit peu la fin, 2-3 choses comme ça. Le livre, c'est assez impressionnant. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est une bonne adaptation. Oui, effectivement, à part la fin, mais cela dit, dans le film, ils ont beaucoup plus équilibré les moments qui se passent sur Mars et les moments qui se passent sur Terre, parce que sinon, ça aurait été chiant, je pense. Mais le livre se passe, c'est vraiment à 80% sur Mars. C'est ça qui est passionnant. Et moi, je l'ai lu en anglais. Sur le coup, on me l'avait conseillé, et en ayant cette petite phrase qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'on peut, si vous avez quelques notions d'anglais qui fonctionnent bien, c'est lire un peu l'anglais, vous comprenez bien. En fait, ce qui est intéressant, c'est que si vous comprenez le mot NASA et fuck, à peu de choses près, vous pouvez comprendre le bouquin, parce que c'est des phrases très courtes, c'est très énergique, ça se lit très bien. Et donc, je l'ai lu en anglais, ça s'est très bien passé. Surtout ayant vu le film, ça m'a forcément énormément aidé sur le coup. Oui. Mais oui, c'est vrai que c'est les 2 mots un peu les plus importants du bouquin. Et ça garde un peu cette énergie du film. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a critiqué un peu le film. Bon, Yuri reviendra tout à l'heure sur le côté un peu léger, etc. Mais le bouquin, c'est la même chose au final. Hein. Oui, c'est assez léger. Le mec, il se prend pas au sérieux. Enfin, il se prend pas au sérieux. Il essaye de mettre beaucoup d'humour dans sa situation, parce que juste c'est ça où il lâche le truc, quoi. Donc, il relativise à fond. Ouais. Je pense que psychologiquement, il est obligé de passer par cette étape pour pas craquer. Et on sort donc de notre angle littérature sur Mars pour se tourner vers Antoine. Antoine qui nous a donc préparé une chronique jeux vidéo et séries sur Mars. Oui, donc du coup pour cette chronique jeux vidéo séries, je vais vous parler d'un aspect je trouve important de la science-fiction. C'est l'impact qu'a eu le programme Mariner 4. Alors Mariner 4, c'était une sonde qui était chargée d'effectuer des plans de Mars, qui a été lancée dans les années 60 et qui est arrivée aux environs de Mars le 15 juillet 65. Et elle a eu un impact important parce qu'elle a dissipé pas mal de théories sur la surface de Mars, notamment la théorie d'une végétation rouge, qui s'est retrouvée infirmée. Et donc ça a révélé quoi ? Une planète désertique avec beaucoup de cratères et assez peu d'éléments pour affirmer la théorie de la vie sur Mars. Et ça a eu un grand impact dans la science-fiction, notamment dans les jeux vidéo et les séries, puisque la plupart du paysage vidéoludique et séries est né après ça. Donc il y a 2 tendances qui ont émergé. La première, c'est la tendance Mars est un tremplin. C'est-à-dire si Mars n'est pas habité tel quel, ça peut être un tremplin vers le reste de l'univers. C'est notamment une théorie qui est explorée dans une série de jeux qui s'appelle Mass Effect, qui a été éditée par Electronic Arts et développée par BioWare. Et le postulat de départ, c'est l'humanité trouve une cache de technologie alien sur Mars, et du coup ça redonne un coup de fouet à la conquête spatiale pour les humains, et on est téléporté dans le futur où ils ont fait fructifier cette technologie et s'en sont emparés pour pouvoir se mettre au contact du reste de l'univers. Mais moi je vais vous parler du deuxième aspect, peut-être un peu plus important, ou en tout cas qui est plus proche de nous et de la thématique d'aujourd'hui, c'est la thématique de la colonie martienne en fait, puisque il y a des gens qui se sont dit ok, Mars c'est un tremplin, et il y en a d'autres qui se sont dit ben non, c'est pas parce que ce n'est pas ce qu'on attendait que ça veut pas dire que c'est pas une planète pleine de ressources, riche en enseignements, en découvertes. Et donc la théorie la plus, enfin la partie de la découverte Mariner 4 la plus explorée, c'est la colonie martienne. Et à cette fin, donc je vais vous parler de 2 séries et de 3 jeux vidéo. La première série que je vais évoquer, ce sera une série documentaire qui va parler à Florence pour le coup, puisqu'elle s'appelle Citizen Mars. Elle est sortie en 2015 sur le site engadget.com, c'est une web-série documentaire, et produite par AOL. Et en fait, elle suit la vie de 5 personnes qui font partie des 100 derniers participants de Mars One. Et au lieu de se pencher sur l'aspect technique des choses, en fait, c'est très intéressant parce qu'elle se concentre sur la dimension humaine du projet, les espoirs, les attentes, les sacrifices qu'ont dû faire ces personnes aussi pour s'engager sur un temps indéterminé dans ce projet. J'ai vraiment beaucoup aimé. L'image est superbe, évidemment. En plus,
C'est très accessible vu qu'il y a 6 épisodes d'une durée de moins de 10 minutes chacun, donc ça se regarde très bien, très vite. Et c'est vraiment très très intéressant de voir en fait les gens, les civils on peut dire, qui sont derrière ce projet, qui sont d'horizons différents, qui ont des espoirs et des attentes différentes, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette série documentaire, j'espère qu'elle vous plaira. La deuxième série dont je vais vous parler, c'est pour le coup une vraie série, une série dramatique, une série qui s'appelle Pioneer One. Alors elle est sortie en 2010, il y a une première saison en fait qui est sortie en 2010-2011, qui est constituée de 6 épisodes d'une 40aine de minutes environ. Alors c'est une série importante pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une web-série. C'est une web-série avec des ambitions, d'assez grandes ambitions, avec un scénario bien ficelé. C'est une série qui a aussi la particularité d'avoir été financée entièrement par du crowdfunding, via la plateforme Kickstarter. Et aussi, c'est aussi une série qui est distribuée entièrement sur le web. Donc, si vous écoutez cette chronique, c'est que peut-être vous envisagez de la regarder. Eh bien, ne vous inquiétez pas, vous pouvez la télécharger gratuitement via BitTorrent, c'est fait pour. Et vous pouvez trouver aussi les sous-titres, parce que malheureusement, elle n'est pas sous-titrée en français nativement, mais vous pouvez très bien trouver les sous-titres sur Internet sans problème. Et pourquoi c'est une bonne série? Pourquoi ça parle de Mars? Parce que c'est une série, en fait, le postulat de départ, donc il y a... en fait, on raconte l'histoire d'un vaisseau spatial mystérieux qui s'écrase aux abords de la frontière américano-canadienne, du côté du Canada, et dont la chute du corps en fait fait s'échapper une vague de radiation puissante jusqu'aux États-Unis, qui s'étend jusqu'aux États-Unis. Du coup, les autorités américaines s'en mêlent. Certaines autorités se demandent s'il ne s'agit pas d'une attaque terroriste à la bombe radiologique. Et on suit l'histoire d'un agent qui s'appelle l'agent Taylor, qui est chargé de l'enquête, qui lui écarte complètement cette théorie, va sur le lieu du crash, et sur le lieu du crash, il récupère un astronaute qui porte les couleurs de l'ancien programme spatial soviétique, et qui porte une note manuscrite. Il est inconscient, et il a une note manuscrite sur lui qui dit qu'il est le fils de cosmonautes résidant sur Mars. Donc, je vais pas en dire beaucoup plus pour pas vous spoiler la série, puisque tout l'intérêt, c'est son scénario, c'est les rebondissements. Mais moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que déjà, c'est une série avec de grandes ambitions. Elle est sortie en 2010, donc elle est peut-être pas tout à fait au niveau des standards actuels du web. L'image n'est peut-être pas aussi glacée qu'on peut l'avoir actuellement, etc. Mais ça reste d'excellentes factures et ça lui donne un certain cachet. Le jeu des acteurs est très convaincant, le casting est bon, et globalement, la série se regarde vraiment vite. 6 épisodes, une 40aine de minutes, ça va vite. Mais surtout, c'est intéressant de voir l'aspect politique et surtout les retombées de la guerre froide, puisque ça a été un véritable catalyseur pour la conquête spatiale à l'époque. C'était la course à l'espace. Et de voir que ça pourrait avoir des retombées actuellement, je trouve ça vraiment très intéressant. Le scénario est vraiment bien manié et je vous la conseille fortement. Ensuite, je vais vous parler de 3 jeux vidéo. Alors, pour les jeux vidéo, j'ai choisi 3 jeux indépendants cette fois. Le premier, c'est un jeu qui s'appelle Lunar Flight. Alors, comme son nom l'indique, c'est un simulateur de pilotage de modules lunaires. Mais si je vous en parle, c'est parce qu'il s'est agrémenté d'une carte martienne avec des images satellites, enfin basée sur des images satellites de Mars, donc avec une topologie assez fidèle, autant qu'on peut le faire. C'est un jeu qui a été développé par Chofsoft. C'est un remake d'un vieux jeu de 1979 en fait, sur Atari, qui s'appelait Lunar Lander. Et donc ça reprend le principe, c'est-à-dire il s'agit de piloter un module lunaire, d'effectuer diverses missions à la surface de Mars, récupérer des renseignements, cartographier des endroits, récupérer des chargements, etc. dans une colonie qui est déjà établie. Le jeu a pour principe de reprendre la physique et le pilotage d'un module, donc c'est quasiment de la simulation. Mais c'est assez accessible, c'est plutôt difficile. Moi j'ai essayé, j'ai trouvé ça assez dur, franchement. Mais c'est très convaincant, on s'y croit vraiment. Et en plus, pour ceux que ça intéresse, il y a un mode multijoueur. Et il y a aussi le support d'un Oculus Rift, donc de lunettes de réalité virtuelle, pour vraiment prolonger l'expérience à fond, ce qui peut être vraiment sympa. Le deuxième jeu dont je vais vous parler s'appelle Take on Mars. Il a été développé en 2013 par Bohemia Interactive, à qui on doit un jeu qui s'appelle Daisy, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un jeu de survie en milieu de zombies. Donc là, c'est un jeu en early access, c'est-à-dire on peut l'acheter et jouer à la version non finie du jeu. Il est encore en développement. Et c'est un simulateur d'expédition martienne, en fait, qui va se découper en 2 segments différents.
Premièrement, dans la partie solo, vous êtes aux commandes d'un programme spatial qui s'appelle Mars X, et vous devez effectuer diverses missions de recherche, la prise de photos, des relevés géologiques à l'aide d'engins, de sondes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc aussi du pilotage d'engins. La physique des engins est prise en compte. Il y a même des blessures localisées. Tout est globalement modélisé de façon assez précise et assez technique. C'est vraiment plutôt un bon segment de jeu. Mais le deuxième segment, c'est un segment multijoueur et c'est celui que je préfère en fait. On coopère avec d'autres joueurs afin de créer une station spatiale sur Mars directement. Donc là, on joue à la 3e personne. On est un astronaute. Et il s'agit donc de gérer ses ressources, construire des bâtiments, des modules, produire de la nourriture, etc. Le tout donc à plusieurs, et ça c'est vraiment, vraiment sympa. La particularité du jeu, c'est qu'il contient beaucoup d'informations sur Mars, donc si vous voulez apprendre des choses aussi, c'est bien intégré, c'est pas du tout rébarbatif, et ça permet toujours de découvrir des choses. Et aussi, toutes les données du jeu se basent sur des images satellites réelles, qui permettent de recréer au mieux en fait les conditions martiennes, que ce soit le paysage, que ce soit certains lieux existants comme le cratère Victoria par exemple qui est modélisé entièrement, ou même les conditions de climat, ce genre de choses. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a un éditeur de niveaux où les gens peuvent créer leur propre niveau, leur propre scénario à partir de blocs qui sont fournis par les données du jeu. Ce qui augmente donc beaucoup sa rejouabilité et on peut les partager avec toute la communauté, donc on peut vraiment y jouer longtemps et c'est plutôt un jeu sympa. Forcément, il y a des petits bugs parce qu'il n'est pas encore tout à fait fini, mais c'est assez prometteur. Et le dernier jeu dont je vais vous parler, celui-là il me tient vraiment à cœur, c'est un jeu en développement, celui-là j'y ai pas joué du tout encore, il est pas jouable par le grand public encore. Il s'appelle Lacuna Passage. Alors il est développé par le studio Random Seed Games. Et en fait, c'est un jeu à la première personne où on incarne une astronaute qui s'appelle Jessica Rainer, dont le but est de retrouver les membres manquants d'une expédition partie sur Mars. Donc ça peut faire penser à certains films comme Sunshine par exemple, peut-être en mieux, espérons. Et c'est donc un jeu de survie avec un côté enquête très scénarisé pour le coup, ce que n'avaient pas les 2 premiers jeux dont j'ai parlé. Là, c'est très scénarisé. C'est un jeu d'ambiance apparemment, et on nous promet une planète Mars assez fidèle, puisque là pour le coup ils ont collaboré avec des membres de la NASA pour générer une planète Mars le plus proche possible de ce qu'on sait, et un scénario riche, une bande son immersive. Bref, ils ont eu accès à tout un tas de fichiers aussi de la NASA pour pouvoir conceptualiser leur jeu, et c'est vraiment très intéressant. Par contre, pour l'instant, pas de date de sortie. Les premiers retours sont très encourageants, mais j'espère peut-être vous en dire plus dans une prochaine chronique. Pour l'instant, j'ai pas pu y jouer, mais en tout cas, celui-là, il est vraiment très prometteur. Merci Antoine pour cette chronique. Est-ce que tu as déjà joué à des jeux comme ça où tu es sur Mars et tu dois survivre, enfin un peu ce que tu avais prévu de faire à la base, mais en jeu vidéo? Non, moi je joue pas aux jeux parce que j'ai très peur de devenir accro. Donc je m'y interdis. Un jour je vais craquer. Hein. Mais je m'interdis les jeux. Pour combien de temps, je sais pas encore, mais pour l'instant je ne joue pas. Cela dit, ça me fait penser qu'en fait j'ai... Alors pas du tout le même support parce que je connais pas les jeux vidéo, mais en BD, j'ai lu une BD qui est très chouette qui s'appelle Le complexe du chimpanzé. Voilà, c'est très bien, en 3 tomes je crois. Et puis en manga, il y a Terraform Mars, qui est un peu gore, qui est pas forcément, qui représente pas une Mars très scientifique, mais c'est rigolo si on passe sur le côté gore, et c'est marrant, et je sais plus combien il y a d'épisodes, mais enfin je crois 12, 13, 14, 15, je sais plus. Oui, bref, il y en a une sacrée... Il y en a pas mal. Ouais, il y a de quoi faire, quoi. Je l'ai regardé, c'est vrai que c'est très graphique. Oui, c'est un manga. Mais c'est vraiment sympa. Mais oui, il y a beaucoup d'épisodes, je crois, qui sont déjà sortis. Si on fouine un peu, il y en a vraiment pas mal, je crois. Et en fait, je me rends compte qu'on n'a pas du tout présenté Mars. Donc si je peux faire je peux donner 2-3 éléments. Bien sûr. Alors Mars, c'est une planète qui se trouve entre 60 et 400 millions de kilomètres de la Terre, selon la position des planètes. Il y fait moins 63 degrés en moyenne, donc il fait un petit peu froid, forcément, elle est loin du Soleil. Quoi dire d'autre? Elle a une atmosphère très fine, une pression très faible. Et l'atmosphère est composée de 95% de CO2. Donc c'est pas respirable évidemment. Quoi dire d'autre? Voilà, c'est un désert mort et glacé. On n'y a trouvé aucune trace de vie encore. Il n'y a pas d'eau liquide. Il y a de la glace partout, mais il n'y a pas d'eau liquide. Voilà, enfin, pour présenter Mars. Et la gravité? La gravité, c'est 0,38. Donc c'est-à-dire que c'est à peu près un tiers de celle de la Terre. Celle de la Terre est de 1. Voilà. Et Mars, c'est 0,38.
Et la Lune, je crois que c'est 0,1, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que tout est plus léger sur Mars. Et j'avais cru lire d'ailleurs sur que, sur coup, si tu étais allé sur Mars, tu aurais pu grandir de quelques. Oui, ça dépend pourcentage de ta taille. Ça dépend de combien de temps on reste, mais effectivement, si j'étais restée toute ma vie, peut-être que j'aurais atteint le 1m60 un jour. Ça m'aurait fait plaisir. Mais oui, les astronautes, en tout cas, en 6 mois dans l'espace, ils prennent 5% de leur taille. Je tends le micro vers Yuri Mignard-Meunier pour la chronique cinéma spéciale Mars. Allez. Donc, petite chronique cinéma. J'ai décidé donc de faire un petit état des lieux de pas mal de films qui ont pu être faits donc sur Mars, et je les ai classés. J'aime bien faire des espèces de catégories comme ça. Je les ai classés en 3 catégories. Première catégorie, basée sur le fait que Mars est une planète rouge, couleur sanglante. Son nom même se réfère au dieu romain de la guerre. Pas étonnant donc que nos cousins martiens soient si souvent représentés sous les traits d'une force d'invasion. Dans La Guerre des Mondes, adapté dans un premier temps en feuilleton radiophonique par Orson Welles en 1938, puis en long métrage 2 fois, d'abord en 1953 par Byron Haskins, puis par Spielberg en 2005. Le Martien est conquérant, vindicatif et expansionniste. Puis, à partir de la guerre froide, le Martien sert souvent à représenter l'ennemi communiste. Dans Les Envahisseurs de la planète rouge, en 1953 de William Cameron Menzies, et dans son remake L'Invasion vient de Mars en 1986 de Tobe Hooper, les Martiens s'emparent de l'esprit de citoyens américains qu'ils contrôlent. Il faudra alors les neutraliser. Subtile référence à la chasse aux sorcières McCarthyiste qui a commencé à partir de 1947. Cela dit, s'il ne fallait garder qu'un seul film d'invasion martienne, je choisirais sans hésiter la parodie de 1996, le bien nommé Mars Attack, le dernier grand film de Tim Burton. Et j'assume complètement cette phrase. J'adore chaque seconde de ce film. J'adore Jack Nicholson au sommet de son cabotinage dans le rôle du président. J'adore Glenn Close qui balance de la punchline en première dame. J'adore Michael J. Fox capable d'aligner 3 répliques sans se mettre à trembler. J'adore Danny DeVito, négociant de la verroterie avec un martien circonspect. J'adore Jack Black en redneck qui perd son froc. J'adore Tom Jones dans son caméo kitschissime. Bref, Mars Attack, c'est délicieusement drôle et j'adore ça. Deuxième catégorie, des films traitant de Mars, que j'ai classé dans la catégorie des films se référant au fait que Mars est une planète proche de notre Terre. Elle est presque à portée de main. Elle est l'étape logique après la conquête de la Lune. Il est donc naturel que beaucoup de films de hard science lui soient consacrés. Nous avons eu droit récemment à Seul sur Mars, un divertissement plutôt réussi, signé Ridley Scott, auquel on reprochera principalement une intrigue basée uniquement sur le sauvetage d'un mec antipathique, et dont le dénouement attendu ne laisse que peu de place au suspense. Sur le même pitch, je vous invite à découvrir Robinson Crusoe sur Mars, en 1964 par Byron Haskin, le même qui a réalisé 10 ans plus tôt la première adaptation de La Guerre des Mondes. Donc, Robinson Crusoe sur Mars. Le film a vieilli. Le rythme est un petit peu lent. La rigueur scientifique qu'il revendique en fera marrer plus d'un aujourd'hui. Mais pour sa défense, il est sorti 1 an avant que les premières images floues de la surface de Mars ne nous soient envoyées par la sonde Mariner 4. J'aime plutôt le concept de l'atmosphère respirable mais appauvrie, obligeant notre astronaute, pour compenser, à se réveiller toutes les heures pour pouvoir prendre une inspiration dans sa bouteille d'oxygène, et donc à construire des dispositifs lui permettant de se réveiller toutes les heures. Parmi les films que j'ai revus pour préparer cette chronique, il y a le mal-aimé Mission to Mars. À défaut de le réhabiliter, chose impossible, je souhaite quand même m'arrêter un peu dessus, pour le sortir de l'oubli dans lequel, à mon avis, il est tombé à tort. Mission to Mars est un film sorti en l'an 2000 et réalisé par Brian De Palma. Donc oui, le dernier acte du film est naze. Personne n'a pardonné à De Palma ses effets spéciaux numériques ratés. La niaiserie du traitement dans lequel l'extraterrestre de fin vient nous expliquer en détail comment les Martiens ont créé la vie terrestre à travers une théorie du créationnisme technologique. On oublie. Cependant, les 2 premiers actes du film, putain que c'est du bon cinoche.
Les acteurs sont convaincants, les personnages sont attachants et humains, l'empathie fonctionne à merveille, à l'image de cette scène où Tim Robbins, en perdition dans l'espace, préférera ôter son casque plutôt que de voir ses coéquipiers et sa compagne risquer une mort certaine en tentant de le récupérer. Ça dure 10 minutes, c'est poignant à en retenir sa respiration. Une scène vraiment très efficace. L'autre tour de force de De Palma réside dans sa mise en scène des séquences au sein du vaisseau spatial, sa maîtrise des plans séquences. Mais ça, on le savait déjà. En tout cas, pour moi, c'est acquis définitivement depuis Snake Eyes. Mais sinon, au niveau de son ingéniosité pour filmer les séquences en impesanteur. Là où d'autres cinéastes fainéants, à l'instar de Ron Howard et son Apollo 13, Apollo 13 sorti 5 ans plus tôt, ont préféré utiliser le coûteux avion 0G. Brian De Palma, lui, tourne sur Terre, en studio, une magnifique scène de danse très inspirée, seulement avec de bonnes idées et un peu de machinerie. La caméra elle-même semble soumise en permanence à cette sensation d'impesanteur simulée. Donc pour conclure sur ce film, qui aurait pu être très bon, j'aurais préféré une fin plus archéologique, plus scientifique, plutôt que fantastique, basée plus sur des hypothèses que sur une conférence en images de synthèse présentée par E.T. Pour revenir à l'aspect hard science de Mission to Mars, le film fonctionne toujours aussi bien qu'il y a 15 ans. La technologie est crédible et la mission proposée semble toujours correspondre à ce que la NASA nous proposera vraisemblablement dans les années à venir. Troisième catégorie, des films traitant de Mars. Cette fois-ci, Mars n'est qu'un prétexte. En effet, les intrigues de ces films auraient très bien pu se passer sur une lune de Jupiter ou dans le désert du Nevada. Cela n'aurait pas changé grand-chose. Cela dit, ce n'est pas une raison pour les mettre de côté, d'autant plus que c'est par là que se trouvent les films les plus fun. Citons tout d'abord Total Recall en 90. Paul Verhoeven, au sommet de sa forme dans cette adaptation de Philippe K. Dick, dont le point fort est d'intégrer dans l'action, parfois gore et souvent provocatrice, un scénario ambitieux où se disputent le rêve et la réalité. Ghost of Mars, sorti en 2001, réalisé par le grand maître John Carpenter, qui nous signe ici son deuxième remake non officiel du Rio Bravo d'Howard Hawks, après le film Assaut qu'il avait réalisé en 1976. Ce film est un peu con, mais parfaitement jouissif, la quintessence de la série B, parsemée de répliques cultes. Passons ensuite à John Carter, sorti en 2012, un super film de bout en bout. Réalisé par Andrew Stanton, à qui l'on doit aussi Wall-E, sorti en 2008, John Carter est adapté de Une princesse de Mars, roman de 1917 d'Edgar Rice Burroughs. C'est un film généreux sur tous les points, tout autant que le premier Star Wars à son époque. C'est bien écrit, c'est très beau, c'est à mi-chemin entre de la SF et de la fantasy, c'est un super spectacle. Je ne peux que vous inciter à le voir, cherchez-le en HD, préparez-vous un bon plateau télé, coupez le téléphone et profitez-en. Je défends d'autant plus ce film qui s'est ramassé mais sévère au box-office. Drôle d'époque où les spectateurs préfèrent aller au ciné pour voir des remakes, des reboots, des suites, des super-héros et des comédies insipides, mais bout d'un film qui propose un univers nouveau, esthétiquement riche. Faisons-moi en sorte qu'il devienne culte au cours des prochaines années. Mon tour d'horizon du cinéma de Mars s'achève et même si je me suis emballé sur certains, Mars est toujours en attente de son chef-d'œuvre absolu. Les futurs projets ne se bousculent pas. Peut-être que le succès de Seul sur Mars relancera l'intérêt de cette destination cinématographique. En attendant, je me dis que le projet le plus excitant reste peut-être le projet de télé-réalité annoncé par Mars One. N'ayant pas vécu l'alunissage d'Armstrong en 69 et avec tous les nouveaux outils dont dispose aujourd'hui la télévision, je dis pourquoi pas. De toute façon, même si c'est mauvais, ce sera suffisamment historique pour que l'on soit devant le poste. Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas, le cinéma c'est la vie, alors bouffez-en. Est-ce que vous avez, l'un de vous a vu Capricorn One, le film des années 70 ? Effectivement, je ne l'ai pas vu, il a fait partie de mon... Ça aurait été bien que je le voie. Ouais, c'est un film qui alors vraiment politisé, cette science-fiction des années 70 extrêmement politisée, qui en gros raconte l'histoire d'astronautes qui sont prêts à se lancer pour aller sur Mars et finalement le gouvernement, et même eux le découvrent sur le moment, les arrête, les amène à l'arrache dans une station pas très loin d'ici sur Terre pour faire croire qu'ils ont comment on dit ? On dit atterri. Atterri sur Mars. Ils ont un Marserie. Non, mais non. J'ai confirmation auprès des scientifiques et des ingénieurs. D'accord, donc ils atterrissent sur Mars.
Et ils vont faire ça en studio, etc., etc. Et ça, l'histoire se transforme un petit peu après, plus en course-poursuite, etc. Mais c'est vraiment cette science-fiction des années 70, vraiment où le gouvernement, c'est les méchants, enfin toute cette ère vraiment soleil vert, etc. Enfin, Capricorn One fait partie de ces films qui ont donné du grain à moudre à toutes les théories conspirationnistes. Ah oui, parce que il en ressort Capricorn One complètement. est sorti dans quelle année? 71, 72? Ouais, non c'est début des 70. J'ai plus le nom. On est 2-3 ans l'année, après l'alunissage de Neil Armstrong. C'est ça. Oui, mais les missions lunaires sont pas terminées parce que la dernière c'est 72 quand même. Oui, Décembre oui, 72, mais bon, donc, voilà, on a déjà, dès ce moment-là, un film qui vient nous dire que tout est un fake et que c'est tourné en studio. Voilà. Ouais, c'est juste pour citer ce film que je l'ai vu il y a pas si longtemps, mine de rien. Donc ça m'y fait penser à découvrir, en tout cas, vraiment Civilisation 70, un petit peu long peut-être, mais vraiment très bon en tout cas. Nous continuons avec la rubrique Vue sur le web. La rubrique tout simplement qui va vous parler des sites, des choses à découvrir sur le internet, sur notre thématique. Et ben je le répète encore une fois, Mars. Vous recherchez une adresse sur Mars? Voici les adresses web les plus fascinantes et intéressantes. Tout d'abord, comme la Terre, Mars-la-Rouge a le droit à son Google Maps, vous permettant 3 types d'approches différentes. Vous pouvez découvrir les noms de toutes les régions, montagnes et canyons de Mars, ce qui est très utile pour prendre un rendez-vous. Certains clichés ont même le droit à une petite histoire de la prise de vue. On ne peut pas parler de Mars sans parler de Curiosity, le petit robot parti l'explorer. Le site de la NASA vous propose donc régulièrement des clichés, et pour les 50 ans de l'exploration martienne, des documents, des interviews et des documentaires historiques. L'agence européenne n'est pas en reste quant à l'exploration de Mars, avec la possibilité d'explorer Mars en 3D. Le CNES, lui, consacre des dossiers entiers à la planète rouge, de façon très concrète et pédagogique, permettant aux plus grands comme aux plus petits de se familiariser avec la prochaine conquête de l'humanité. On continue avec l'association Mars Society et sa page française qui vous propose tout un tas de dossiers allant des scaphandres pour Mars et vous offre toute l'actualité de la Belle Rouge en temps réel. Et pour finir, on parle du projet Mars One, lancé en fanfare et qui pose beaucoup de questions pratiques. Vous pouvez suivre la construction de ce projet civil qui vise à envoyer les premiers colons sur Mars d'ici 2025. Merci donc pour cette chronique vue sur le web. Alors, première question, la Mars Society, est-ce que ça dit quelque chose, Florence? Oui, c'est une association américaine qui a des branches dans tous les pays. Effectivement, ça me dit forcément quelque chose, puisque grâce à la Mars Society, je suis allée faire une mission de simulation de séjour sur Mars dans le désert de l'Utah au mois de janvier dernier. Enfin, à cheval sur janvier et février. Et voilà, j'ai passé 15 jours dans le désert à simuler un séjour sur Mars de A à Z. Donc on sortait pas sans combinaison spatiale, on mangeait lyophilisé comme les astronautes, on simulait le temps de transmission de signaux entre la Terre et Mars, donc on simulait la vitesse de la lumière. Enfin voilà, donc tout de A à Z, on était 6, 5 Européens, une Américaine. Tout était en anglais évidemment, et on a fait des expériences scientifiques qui serviront aux ingénieurs et aux scientifiques qui étaient dans l'équipe pour leur thèse ou pour leurs études en labo. Enfin voilà, donc c'était vraiment chouette. Et c'est la Mars Society qui organise ça depuis plus de 12 ans. Ça s'est passé comment pour toi? Tu l'as bien vécu? C'était bien. Personne ne m'a obligé, hein. J'ai même payé pour. Non, c'était une expérience absolument géniale et frustrante en même temps parce que 15 jours c'est très court. Hein. C'est très très court et depuis je me renseigne là, je vais essayer de tout faire pour aller passer 1 an sur la base Concordia en Antarctique. Voilà, c'est quoi cette mission? Alors la base Concordia, c'est une base franco-italienne qui existe depuis plus de 10 ans, 10-15 ans, et où des scientifiques se relaient, mais c'est souvent des glaciologues ou des astronomes, enfin des gens qui travaillent sur le climat ou des choses comme ça. Et en général, c'est que des scientifiques qui y vont et aussi des gens, un médecin forcément, et puis un cuistot, enfin voilà, des gens qui vraiment font de la base une aire de vie. C'est très dangereux là-bas, c'est très très dangereux. C'est le milieu les plus extrêmes qu'on peut trouver sur Terre. Et moi, j'aimerais bien y aller en tant que communicante, je sais pas, c'est pas un très joli mot, mais voilà, pour raconter un petit peu ce qui se fait là-bas, parce que personne ne la connaît, personne ne sait ce qui s'y fait. C'est de l'argent public, et donc ça me paraît important de communiquer dessus et de dire ce qui s'y fait au jour le jour, quoi.
D'accord. Et donc, notamment, je l'ai vu, ta vidéo de Mars Society quand tu es parti dans le désert. Donc tout ça, en fait, donc tu as une chaîne YouTube, c'est qu'on l'a peut-être pas très très bien présenté encore, même un blog qui revient tout là-dessus. Donc tu vas aller filmer dans l'Antarctique et tu vas revenir, donc comme là tu as fait avec une vidéo de comment ça s'est passé, etc. J'aimerais bien. Voilà. Après, est-ce qu'il y a un budget, je sais pas, est-ce que il y a une place pour quelqu'un comme moi, comme c'est très très limité quand même et que c'est très risqué, c'est très dangereux. Je ne sais pas si ça va être possible, mais en tout cas, je vais tout faire pour y arriver. Du coup, tout à l'heure aussi, tu parlais de gravité sur Mars. Est-ce que lors de cette expérience, est-ce qu'il y a des moyens de simuler cette gravité? Est-ce que c'est pris en compte dans les recherches? Non, on peut pas, parce qu'il faudrait enlever la Terre de sous nos pieds. Donc c'est un petit peu compliqué à faire, techniquement. Je me doute, mais je voulais savoir. Non, on peut pas. La gravité martienne, on peut la simuler que dans les avions 0G. D'accord. Les avions 0G, on peut faire de la 0G, mais aussi de la gravité lunaire et martienne. Mais sinon, au sol, non, on peut pas. On ne peut pas simuler une gravité. Aucun moyen de... Et du coup, ça pose des problèmes pour les calculs ou les résultats des expériences qui sont... Non, parce que c'est impliqué. C'est pris en compte. C'est pris en compte. C'est pris en compte dans les données et on ne fait pas d'expérience qui porte sur la gravité forcément, puisqu'on est toujours en gravité terrestre. C'est vraiment le seul truc qu'on ne peut pas simuler, quoi. Et puis, on ne peut pas simuler aussi non plus la psychologie, c'est-à-dire la psychologie liée à la distance. Parce qu'on sait qu'on est sur Terre. Enfin, on se lève le matin, on respire, on sait qu'on ne va pas mourir. Voilà, ça. Mais cela dit, la psychologie du groupe, de comment les rapports évoluent au sein du groupe, entre les personnes, etc. En 15 jours, même, ça évolue très vite et ça peut changer. Et on faisait partie d'une étude de psychologie sociale voilà, en 15 jours. C'était super intéressant. Il doit y avoir aussi un certain rapport à l'enfermement, du coup, parce que... Ouais. Parce que du coup, vous passez tout votre temps ensemble, mais même le fait de ne pas être au contact de l'environnement ambiant, d'être toujours dans une combinaison, etc., ça doit être... Non, mais pas à l'intérieur. Hein. Non, mais je veux dire, quand vous sortez du coup... Quand on sort, quand on sort, il n'y a pas de problème. Enfin, le désert est tellement vaste que l'enfermement, c'est pas vraiment le souci. Le souci, c'est à l'intérieur. Oui, on est dans un endroit qui est quand même clos, à 6, donc c'est une sorte de colocation en fait. Mais on a chacun notre espace personnel, c'est des petites chambres, enfin c'est des chambres, ça fait je sais pas 3 mètres carrés, donc juste la place pour un lit, un bureau, même pas, et sans fenêtre. Et donc voilà, après il y a pas d'isolement à part être isolé dans un désert, mais sinon on est tous les uns sur les autres, quoi. Parce qu'on n'a pas le droit de rester tout seul, que ce soit dehors ou à l'intérieur, il faut toujours être plusieurs. Donc il n'y a aucun moyen de se retrouver seul, à moins de s'enfermer dans sa chambre. Ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est déjà très important. Ta chaîne YouTube, qu'est-ce qu'on y trouve dessus? Il y a plein de choses, mais je te laisse la présenter. Alors ma chaîne YouTube, celle-ci existe depuis 2012 et je l'ai créée parce que j'ai commencé à faire un podcast vidéo qui s'appelle La folle histoire de l'univers et qui traite de l'actualité des sciences de l'univers et du spatial. Voilà, j'en suis à mon 52e numéro, je crois. C'est la 3e saison et on y trouve aussi des vidéos de vulgarisation scientifique, mais pareil, toujours sur l'astronomie, les sciences de l'univers. Voilà, qu'est-ce que la relativité restreinte? Que veut dire l'expression tirer des plans sur une comète? Et aussi, j'ai une playlist qui s'appelle Les perles du PAF, où je reprends les bêtises qui sont dites par des chroniqueurs ou des journalistes dans les médias et je dis pourquoi c'est une bêtise et j'explique un petit peu, voilà, je développe. Et en plus, là, cette émission arrivera après, mais donc là, tu fais quelque chose donc actuellement sur mais ce sera pour le passé, pour les gens qui verront cette vidéo, puisqu'on la tourne un petit peu en amont, avec Alexandre Astier donc sur l'exoconférence, c'est ça? Ça consiste en quoi? Oui, en fait, j'ai effectivement mis en ligne le 7 décembre dernier La folle histoire de l'exoconférence, qui est mon 2e hors-série de mon podcast La folle histoire de l'univers. Et comme Alexandre Astier a fait un spectacle sur tous les thèmes que moi je traite depuis des années, donc l'univers, l'espace, la vie ailleurs, l'astronomie, tout ça, je me suis dit que ce serait quand même ballot de passer à côté de ça, et donc je lui ai demandé gentiment s'il voulait bien m'accorder 2 heures, 1 heure en fait, mais ça a duré 2, et voilà, et j'ai mis ça en ligne, et donc Alexandre Astier est le fil rouge de cet épisode. J'ai gardé les mêmes rubriques
que mon podcast. Et donc j'ai invité un intervenant par rubrique. Et donc il y a Étienne Klein, Christophe Galfard qui est physicien, François Rollin pour la rubrique culture. J'ai un astrochimiste qui s'appelle Hervé Cotin. J'ai Bruce Benamran de la chaîne Y Penser pour la rubrique 2.0. J'ai un chargé d'éthique au CNES. Enfin, voilà, j'ai un casting absolument génial. Et en fait, quand j'ai voulu faire cet épisode, j'ai fait mon casting idéal sur une feuille et tout s'est déroulé absolument comme je l'ai voulu. Et je suis très fière de cette vidéo et j'espère qu'elle plaît aux gens. Voilà. Où on en est astronomiquement, humainement sur les futures missions qui s'approchent? Eh bien, on en est qu'on n'est pas beaucoup avancé parce qu'aucune décision n'a été prise et c'est vrai qu'à partir du moment où la décision de faire une mission habitée vers Mars sera prise, il faudra entre 10 et 15 ans pour la faire. Donc si on la prend là en 2015, qui est quand même un petit peu fini, on y sera en 2030. Donc là, comme elle n'est pas prise, voilà, c'est pas gagné. Mais il y a quand même des tas de choses qui se font. Donc voilà, les 2 astronautes qui sont dans l'ISS pendant 1 an au lieu de 6 mois pour préparer les futures missions habitées. Tout ce qui se fait en matière de simulation. Il y a eu Mars 500 aussi qui s'est fait il y a quelques années. C'est 6 hommes, il n'y avait pas de femmes dedans. C'est un équipage de 6 hommes, dont un Français, qui ont simulé un voyage aller-retour vers Mars de 520 jours. Donc qui est vraiment une mission qui pourrait être faite. Tout s'est très bien passé, donc ça c'est chouette. Et des tas de données ont été récoltées pour ça. Mais sinon, voilà, la capsule Orion de la NASA est en cours de développement avec une participation de l'Europe, de l'ESA. Mais rien de concret, vraiment, rien de concret. Le privé aussi s'y intéresse un petit peu. Elon Musk, avec sa société SpaceX, commence à avoir des ambitions, mais rien n'a vraiment été signé. Pas vraiment de choses concrètes. Peut-être sur toujours cette question du privé, on est en train de regarder aussi pour trouver les ressources dans les astéroïdes qui se baladent un petit peu autour de la planète. Ça semble être aussi... souvent, il faut une volonté commerciale et peut-être privée pour dire « Ah, on va là-bas parce qu'on pourra choper des ressources qu'on trouve moyennement sur Terre, etc. » Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un développement de ça? Oui, il y aura sans doute, mais le problème c'est que c'est un rapport sur investissement qui se fera à très long terme. C'est-à-dire que c'est tellement coûteux de faire ce genre de mission que vraiment il faut que ce soit intéressant en termes de ressources et en termes de retour sur investissement ensuite pour que ça se fasse. Et voilà, c'est le budget, il faut déjà le trouver avant d'avoir le retour sur investissement. Donc oui, ça va sans doute se faire parce qu'il y a sans doute des ressources à aller prendre et de l'argent à se faire, mais voilà, on n'y est pas encore, même si c'est en discussion. L'Europe, l'Agence spatiale européenne veut faire un projet de base sur la Lune. De base internationale comme l'ISS, pour l'après-ISS justement. Et ça, je pense que c'est un super projet. C'est aussi un moyen de faire un tremplin vers Mars, vers les futures missions martiennes. Donc voilà, il y a plein de choses qui se font, mais rien n'est encore vraiment signé. On est encore dans la fin ISS et à décider de ce qu'on va faire après. Ça serait pour quand tout ça? Si jamais c'était la base lunaire, ça serait dans quelle... ce serait vers 2030 à peu près. Peut-être commencer à vraiment se bouger les fesses en 2020 pour que vraiment il y ait quelque chose de solide là-bas en 2030. Et le Japon et la Chine aussi. Alors oui, les Chinois, je pense qu'ils se poseront sur la Lune dans les années 2020, ils ont l'air très motivés. 2020-2025, il y aura des Chinois sur la Lune. Ils visent Mars aussi. Mais c'est très bien. Enfin, voilà, moi, j'ai fait un vol 0G il y a 2 ans et je me suis entraînée avec des taïkonautes, donc des astronautes chinois. Et je suis persuadée que ceux avec qui j'ai volé se poseront sur la Lune un jour. Enfin, ouais, ils s'entraînent vraiment pour ça, quoi. Donc voilà, ils ont une station spatiale, eux aussi, juste pour eux. Donc ils ont des grandes ambitions aussi, donc la Lune puis Mars ensuite, et ce serait bien qu'on se mette vraiment tous d'accord, qu'on y aille tous ensemble, quoi, pas se diviser encore. C'est agaçant cette histoire de géopolitique, ça me gonfle, voilà. C'est vrai qu'à l'époque de la conquête lunaire, etc., ou juste avant justement que ça démarre, que ce soit un peu la pré-guerre des étoiles, on va dire, entre Russes et États-Unis qui se tiraient la bourre pour être les premiers à mettre on se disait tiens, en fait si l'homme va dans l'espace, on sera des équipages composés de toutes les nationalités, ou qu'on essaierait, ça sera un grand enfin c'était vraiment un vœu pieux de l'époque, et finalement mais il a été réalisé. Bah si, la station spatiale internationale. Oui, c'est vrai. Il y a bon, à part les Chinois, mais oui, mais je pense que ça va se déliter, tout ça, on a besoin de tout le monde, et ils ont l'air de bonne volonté, donc voilà, ils avancent dans leur coin, mais quand même il y a des discussions. Voilà, ils sont venus voler dans un avion français, enfin européen, pour s'entraîner, donc ils ont besoin de nous, ils ont besoin des technologies russes, ils ont besoin de la technologie américaine. Leur vaisseau, celui qu'on voit dans Gravity d'ailleurs, le vaisseau chinois avec lequel elle rentre, et c'est une copie conforme du vaisseau Soyouz.
Bon bah voilà, on a besoin des uns des autres dans ce genre de domaine. C'est une bonne nouvelle. Oui, mais bien sûr. Et dernière question. Alors je sais qu'on a découvert hors émission qu'on était fans tous les deux de Stephen Baxter, l'écrivain qui a écrit notamment Temps, Espace, Origine et aussi Déluge et Arche. C'est vrai qu'actuellement c'est c'est une question beaucoup plus ouverte, un peu comme ça. C'est vrai que la planète, on voit ça avec la COP21, le réchauffement climatique qui est plus une question, mais c'est en cours, etc. Est-ce que ça serait pas forcément la plus grande motivation qu'on pourrait avoir de vouloir barrer de la Terre parce qu'elle va être plus viable Alors oui, sans doute, on a tous envie de le faire, mais il faut bien savoir qu'on n'a toujours qu'une planète et qu'on n'en aura toujours qu'une. Parce que Mars a beau être la plus proche, enfin il y a Vénus aussi, mais qui est un four, donc il fait 460 degrés sur Vénus, c'est juste pas possible, parce qu'il y a un effet de serre de malade. Donc ça serait bien qu'on ne transforme pas la Terre comme ça. Mais Mars, ça reste un désert glacé où on ne pourra jamais vivre. Ça, les gens se disent, bon, c'est pas grave, on va foutre en l'air la Terre, puis après on ira sur Mars. Non, on ira sur Mars, ouais, mais dans des bases, et à 6, 12 ou peut-être 100, mais on ne pourra pas bouger l'humanité. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Donc il faut bien comprendre qu'on n'a toujours qu'une planète et qu'on n'en aura toujours qu'une, parce que quand bien même on trouverait une jumelle de la Terre à je ne sais où, enfin voilà, Mars c'est la porte à côté et il faut 7 mois pour y aller, quoi. Une exoplanète, c'est inenvisageable d'y aller avec la technologie actuelle, ou alors faudrait un vaisseau où il y aurait plusieurs dizaines de générations et on n'y serait pas encore. Donc c'est pas envisageable du tout. Du tout. Il faut absolument préserver notre planète, nos écosystèmes, et c'est ici notre maison, quoi. Après, on peut vouloir aller s'installer sur Mars, etc., mais on n'y vivra jamais, on sortira jamais sur Mars sans combinaison. On pourra jamais toucher Mars de nos propres mains dehors, enfin, à moins de ramener des cailloux à l'intérieur dans la base, mais on pourra jamais l'appréhender avec nos 5 sens, qui sont notre nature humaine, quoi. La Terre, c'est notre maison. Et ça la restera toujours. Et donc, il faut... Enfin, voilà, c'est la 3e fois que je le dis, mais voilà. Et les astronautes qui voient la Terre depuis l'espace en ont une conscience, mais viscérale. C'est-à-dire qu'ils voient cette petite bille bleue, ou même cet horizon se découper dans l'infini, dans l'espace infini. Et voilà, et il y a cette oasis, et on est seul. Et elle est seule, cette oasis. C'est notre vaisseau spatial. Et on n'a que lui. Et ben voilà qui conclut que Joyeux Noël. Prenez soin de vos proches et de la planète, s'il vous plaît. Voilà qui conclut, en tout cas sur note positive entre science et science-fiction. C'est important. Voilà. Non, c'est important et c'est très bien de se dire ça et de voir la différence entre science et science-fiction. Ouais. C'était donc la première Intergalactique, l'émission, votre émission de science-fiction qui revient donc le mois prochain avec un nouveau thème qu'on vous dévoilera en temps et en heure sur nos réseaux sociaux. En parlant de ceci, c'est le moment de vous abonner sur le petit truc qui est en dessous, écrire « Ah, c'est trop bien, je m'abonne ». Deuxième chose, mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Si vous n'a pas plu, vous mettez un petit pouce vers le bas, on le verra, mais c'est pas grave. Ensuite, vous pouvez aussi commenter, dire ce que vous en pensez, rajouter des données parce qu'on a abordé beaucoup de choses. Mais aborder dans son intégralité, ce n'est pas possible. Donc n'hésitez pas à commenter, en dire plein. On est preneur de tout ça. À terme, on vous fera peut-être voter, pas pour la prochaine, mais bientôt pour les prochaines thématiques d'émission. Ce sera dans un second temps. En tout cas, on est bien content de lancer cette première émission. Pour nous, c'est une première. On est autour de cette table. On est content. Donc on va voir ce que ça donne. On va se re-regarder derrière ça. Merci à tous. Merci Florence d'avoir été avec nous en tant que première invitée. C'est un honneur. Maintenant, c'est moi qui suis honorée. On est content. Merci Yuri, merci Antoine, merci à tous nos partenaires, merci à ActuSF, merci aux Intergalactiques, l'émission et le festival. Je voulais dire aussi qu'on est bien content d'organiser parallèlement à tout ça qui s'annonce. Merci donc Directive Première bien sûr qui produit tout ça et bien sûr n'oublie pas la personne qui nous donne un toit aujourd'hui, Uchronium 1828 dans le 7e arrondissement, boutique de jeux. On est bien content et à très bientôt.